Donc, merci d'avoir accepté cette audition. Donc, en fait, le groupe France Insoumise ont fait une commission de suivi un petit peu pour suivre cette crise. On fait des auditions dans ce cadre. Et j'avais trouvé intéressant de vous auditionner après avoir lu les articles concernant l'entreprise que vous dirigez. Donc, est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, alors je m'appelle Jean-Jacques Fuhan, j'étais le directeur de l'entreprise de Plaintel qui fabriquait des masques et j'ai été directeur de cette entreprise de 1991 à 2003 et je suis resté au sein du groupe qui avait acquis cette entreprise jusqu'en 2006. Alors j'ai une formation d'ingénieur et j'ai été dirigeant d'entreprise pendant toute ma carrière professionnelle. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce qu'était cette entreprise, ce qui a été son histoire et pourquoi elle s'est arrêtée? Oui, alors très rapidement, l'origine de l'entreprise, mais je vais faire le plus court possible parce que l'histoire est un peu longue. Elle avait été créée par un monsieur de Saint-Brieuc qui s'appelait Louis Giffard et qui fabriquait des chapeaux en feutre dans le centre de Saint-Brieuc. La mode des chapeaux feutres étant en déclin, chapeaux feutres qui se fabriquaient avec une technologie de thermoformage, il a essayé de se diversifier et en allant aux États-Unis, il a vu que 3M Minnesota fabriquait des masques de protection respiratoire et il a considéré que ça rejoignait la technologie qu'il connaissait du thermoformage. Et il s'est lancé dans la fabrication de masques respiratoires. Et la chance sourit aux audacieux parce que c'était quelqu'un de très intuitif et dynamique. Et dans la fin des années 80, on commençait à s'occuper beaucoup plus sérieusement de la santé des salariés et des ouvriers au travail. Et ça a été la naissance des EPI, les équipements de protection individuelle. Alors, M. Giffard se lance dans la fabrication de masques, il construit une usine en dehors de Saint-Brieuc à Plaintel et il se met à fabriquer des masques. Dans l'intervalle, il y a eu des événements majeurs qui sont intervenus pour l'usine de Plaintel, puisque avec des événements comme en 2001, l'attentat à New York, ça a provoqué des commandes de masques dans des quantités importantes. Il y a eu les incidents aussi dans le sud-est asiatique qui provoquaient aussi un accroissement de commandes, puisque à l'usine de Plaintel, et grâce au réseau Bilsom et au réseau de Dalloz et au réseau de Bakou après, on distribuait les masques partout dans le monde, y compris au Japon et en Corée, et puis aux États-Unis, un petit peu partout dans le monde. Donc, un flux de commandes lorsqu'il y a eu ces événements. Il y a eu l'épidémie H1N1 avec des mesures qui ont été prises par le gouvernement où il fallait envoyer un kit de produits de sécurité dans toutes les communes de France. Et ça, ces commandes-là de masques, dans le kit, il y avait des masques, ça a absorbé toute la capacité de l'usine de Plaintel. Non seulement ça a absorbé toute sa capacité, mais il a fallu aussi agrandir l'usine et faire l'acquisition de machines supplémentaires avec des aides financières de l'État. L'État a passé des commandes énormes puisqu'on a envoyé des masques dans toutes les communes de France. Et le groupe, qui était le groupe Spérian à l'époque, vu qu'il fallait continuer à alimenter les autres clients partout dans le monde, a sous-traité la fabrication des masques en Chine. Quand les commandes de l'État se sont terminées, le groupe Spérian n'a pas voulu rapatrier la fabrication de Chine à Plaintel et ça a été le début de la fin de l'usine puisque quand il y avait plus de 300 salariés au moment de H1N1, on a commencé par remercier la centaine d'intérimaires. Et puis, ceci ne suffisant pas, il y a eu des vagues de licenciements qui ont continué jusqu'à la cession de l'entreprise du groupe Spérian à Honeywell en 2013. Et Honeywell n'a pas non plus décidé de rapatrier les fabrications de masques chinois à Plaintel. Et ils ont continué les vagues de licenciements pour arriver en 2018 où il n'y avait plus que peu de salariés, 38,
Et donc, ça a été la fin de l'histoire. Entre-temps, Honeywell, qui ne donnait pas d'activité, alors il y a eu, comme je l'ai dit, des vagues de licenciements, il y a eu du chômage partiel. Moi-même, j'ai fait l'appel, j'ai reçu l'appel d'anciens salariés qui me disaient est-ce que vous voulez pas revenir? Mais moi, j'aurais peut-être pu le faire, mais Honeywell ne le voyait pas de cette oreille-là. Je me suis quand même échiné à essayer de trouver une solution pour sauver l'entreprise. J'avais trouvé des repreneurs possibles. J'avais également contacté les dirigeants de Honeywell aux États-Unis, où là, je suis tombé sur des gens que je dérangeais et qui m'ont dit mais Plaintel, ça se trouve où? C'est en Europe, c'est en France, la Bretagne, c'est où? Ils avaient promis de me rappeler ce qu'ils n'ont jamais fait. Je me suis aussi chargé de contacter une personne qui s'occupait de cession et de reprise d'entreprise, qui avait obtenu un rendez-vous avec des cadres de Honeywell en France à Paris. Et quand il a eu un rendez-vous avec ces gens-là, il n'a pas été très bien reçu, puisque ces gens-là ont dit mais de quoi vous vous mêlez? On n'a pas pris de décision encore quant au devenir de l'entreprise de Plaintel. Et si on prend une décision, on sera assez grand pour décider nous-mêmes et on n'aura pas besoin de vous. Ce qui fait que cette démarche-là a été aussi inutile, ça a été une fin de recevoir. L'entrepreneur que j'avais trouvé qui était prêt non seulement à reprendre les locaux qui correspondaient à ses besoins, mais qui avait proposé également de maintenir une production de masques parce que les locaux étaient un peu trop grands pour lui. La proposition avait été faite avec le directeur intérimaire qui avait été nommé par Honeywell, directeur intérimaire dont la mission était de reclasser le personnel en place et si il ne pouvait pas aboutir, c'était la fermeture de l'usine. Ce directeur intérimaire avec qui je m'étais bien entendu avait soutenu le projet de reprise par cet entrepreneur qui proposait de maintenir l'activité des masques, mais sourd oreille de Honeywell qui a considéré que ce n'était pas cette proposition qui pouvait être retenue et ils ont préféré donc fermer l'usine en 2018 après avoir licencié les 38 salariés qui restaient. Ils ont dû aussi participer à l'obligation de la loi réglementaire de participer à une convention de reconversion du personnel. J'ai fait partie du jury et tant bien que mal, il y a une partie du personnel qui a pu être casée, mais c'est le seul coût financier pour Honeywell d'avoir fait partie à cette convention de reconversion. Voilà. Attendez, je résume juste par rapport à ce que vous venez de dire. Donc, on a une entreprise qui était en gros le leader en France en termes de production de masques, si je ne me trompe pas, oui. Qui a été au final rachetée, donc qui a eu son plus gros essor au moment de la grippe H1N1 avec les commandes de l'État, si je ne me trompe pas, qui a en partie été ouvrir je sais pas comment dire, une filiale succursale en Chine, le groupe Honeywell. Cette filiale, sous-traitant, elle continue à exister en Chine, c'est ça? Ah oui, aujourd'hui, le groupe Honeywell continue à vendre un petit peu de masques, mais ils ont considéré que c'était un produit de grande consommation avec une faible marge, donc pour eux, c'est un produit tout à fait mineur. Mais ils continuent à approvisionner en Chine. D'accord. Et est-ce qu'au moment où, à partir de H1N1, vous savez, il y a toute la question du fait qu'on avait un peu plus d'1 milliard de masques en réserve avant 2011. Là, les chiffres ont fondu. Est-ce que cette baisse de commande de l'État, vous l'avez-vous ressenti, ou en tout cas l'entreprise l'a ressenti en termes de marché? Absolument, parce que ça a été quand la ministre de l'époque avait pris cette décision d'alimenter toutes les communes de France avec des produits de prévention, quand elle n'a plus été ministre, les commandes ont arrêté pratiquement du jour au lendemain. Et c'est pour ça qu'il n'y avait plus d'activité dans l'usine, puisque les masques étaient fabriqués en Chine. Alors le groupe, pour ne pas que
l'usine ferme immédiatement. Il passait de temps en temps des petites commandes. Mais il y a eu beaucoup de licenciements et de chômage partiel. Et sur les derniers temps de fabrication des masques, avec des lignes automatiques qui étaient capables de fabriquer plus de 5000 masques à l'heure, elles tournaient quelques heures par semaine seulement. Et est-ce que l'État a été alerté de ça? Est-ce qu'il y a eu, à partir du moment où vous étiez, vous, quasiment enfin, vous étiez le leader en France, donc garant quelque part du fait d'une certaine souveraineté sur la production des masques, est-ce que l'État a été alerté de ce que ça provoquait pour l'entreprise? Ah ben bien sûr, parce que quand il y a eu les vagues de licenciements, automatiquement l'État était informé. Et puis il y a eu l'obligation pour le groupe de participer à ces conventions de reconversion pour lesquelles il devait mettre la main à la poche. Il y a eu des cabinets spécialisés qui s'occupaient de ça. Et donc, ça avait un coût. Et comme c'était sous le couvert de la préfecture, l'État était informé. Et vous, comment l'État réagissait? En fait, il a réagi uniquement par des questions de reconversion, mais pas d'inquiétude sur le fait qu'il pouvait du coup plus y avoir de production en Bretagne? Alors si vous voulez, à l'époque, l'État devait être confronté aussi à d'autres cas de fermeture d'entreprise, et c'en était une de plus parmi tant d'autres. Et donc, à un moment donné, moi, je me souviens avoir été en contact. Il y avait un représentant de l'État pour la reconversion industrielle de la région de Bretagne. Et j'avais collaboré avec lui pour aller rendre visite à des entreprises. Mais ce poste-là avait été supprimé depuis belle lurette, donc il n'y avait personne nommé officiellement par l'État pour s'occuper justement de voir ce qui se passait dans les entreprises en difficulté. Et donc, il n'y avait personne à la préfecture qui était préfecture, donc c'est le préfet représentant l'État. Il n'y avait personne qui était chargé d'essayer de trouver des solutions. Peut-être qu'ils auraient dû le faire. Moi, je pense, de mon point de vue, mais ça n'engage que moi, et c'est surtout pas d'une façon critique que je dis ça, mais certainement qu'il aurait fallu mettre une certaine pression sur les groupes, que ce soit le groupe Sperian, mais surtout sur le groupe Honeywell, en leur demandant des comptes, en leur demandant pourquoi ils envisageaient de fermer cette usine, alors qu'ils avaient bénéficié d'aide des pouvoirs publics, de l'argent public, pour l'extension de l'usine quand il y a eu la crise à Cheminat, financement en partie par les fonds publics et pour le bâtiment et pour les machines, et que là, j'estime qu'on aurait pu demander des comptes à ces deux groupes. Et ça, vous d'un point de vue sanitaire, ça vous a étonné qu'il y ait moins de commandes de l'État ou comment vous avez vécu ça? Alors, moi, je ne faisais plus partie de l'entreprise parce que jusqu'en 2003, je gérais l'usine. C'était déjà Bakou Dalloz qui allait devenir Sperian, mais c'était les mêmes dirigeants. Et de 2003 à 2006, j'avais été nommé directeur industriel du groupe où j'étais chargé d'harmoniser les pratiques des 48 sites de production en Europe et en Afrique. Et j'avais été chargé de monter une usine en Slovaquie où on est arrivé à 1000 salariés en 3 ans. Alors, moi, là où ce que j'ai très mal vécu, c'est qu'il n'y ait pas ce rapatriement des productions de Chine à Plaintel, parce que si ça avait été ramené à Plaintel, c'était une activité qui restait rentable. Alors, avec des marges moindres que de les acheter en Chine, parce que ça coûtait effectivement un peu moins cher. Je n'ai pas les chiffres, mais ça ne devait pas être beaucoup plus que 15 à 20% moins cher en Chine. Et si on avait ramené cette activité à Plaintel, l'activité restait rentable. Mais c'était simplement, vous savez, moi j'ai rejoint le fond de la doctrine de l'entreprise du professeur Champeau, l'éminent juriste qui faisait partie de l'université de Rennes, mais qui avait aussi participé à l'élaboration de lois pour le gouvernement et qui avait développé la doctrine de l'entreprise qui disait qu'il fallait qu'il y ait un changement d'attitude
de la part des grosses entreprises et des groupes en particulier que ce n'était plus le financiarisme qui devait primer, mais que c'était avant tout la considération des salariés, la considération de l'activité économique d'un territoire, le respect des salariés et non pas la dernière ligne du bilan qui doit être énormément positive. Et de ce point de vue-là, j'étais totalement en phase avec le professeur Champeau. Au moment où il y a eu la fermeture de l'entreprise, les capacités de production théorique, c'était quoi? De combien de masques? C'était énorme puisqu'il y avait 3 lignes automatiques de production. Ça correspondait certainement à une capacité de l'ordre de plus de 5000 masques à l'heure. Et quand on tournait en 3/8, on pouvait facilement faire le calcul et se rendre compte que ça représentait un potentiel qui se situait entre 20 et 50 millions de masques par an, peut-être même plus. Donc là, il y a eu la fermeture. Qu'est-ce qui a été fait des locaux, des machines, etc.? Alors, les locaux ont été repris par une entreprise voisine qui se trouvait à quelques centaines de mètres de l'usine de Honeywell. Et c'est un monsieur qui est dans le domaine alimentaire et c'est une entreprise qui se développe énormément. Et dans les locaux où ils étaient, c'était trop petit. Et donc, c'est moi qui les avais introduits sur le site de Plaintel. Ils ont repris cet emplacement qui était beaucoup trop grand pour eux. Et ils avaient d'ailleurs proposé à Honeywell de récupérer de la production de masques, ce qu'Honeywell a refusé. Et Honeywell, dans la fermeture, ce qui est d'autant plus scandaleux, c'est que, à part quelques machines qui ont été machines semi-automatiques qui ont été transférées sur leur site, sur l'usine de Tunisie que j'avais aussi dirigée à un moment donné, les lignes automatiques qui représentaient plusieurs millions d'investissements, puisque une ligne automatique de fabrication de masques, ça coûte 4 à 5 millions d'euros. Et donc, ces machines-là, pour que ça ne tombe pas dans les mains de la concurrence, ils ont fait appel à un ferrailleur en demandant au ferrailleur non pas de juste les mettre à la casse, mais de les tronçonner pour que ça ne serve pas à d'autres. Et ça, je vais trouver ça totalement scandaleux, pour ne pas dire plus. Donc, j'ai vu dans la presse que vous aviez un projet de reprise d'activité en scope. Vous pouvez m'en parler, avec qui vous travaillez sur ça et en combien de temps ça pourrait être remis en action? Alors, plusieurs choses. La première, c'est que moi, j'ai accepté de m'occuper d'un groupe de réflexion pour envisager un projet de redémarrage d'une fabrication de masques. Simplement, ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et moi qui ai l'expérience d'examiner des projets de start-up et de démarrage d'entreprise, avant d'émettre des avis sur la faisabilité, ça doit d'abord passer par cette réflexion, l'élaboration d'un projet qui tiendra la route et qui doit passer par le franchissement de nombreux obstacles, ne serait-ce que le financement, puisque là, on parle de besoins financiers de plusieurs dizaines de millions d'euros. Et puis également, j'ai les contacts avec beaucoup d'anciens salariés de l'entreprise qui manifestent de la sympathie et pour certains du désir de participer à ce projet. Donc ça nécessite aussi les compétences et le savoir-faire de tous ceux qui étaient en place, ou tout du moins de tous ceux qui rejoindront. Et donc, j'en suis à ce stade-là. J'ai déjà pris contact avec l'entreprise qui avait fabriqué la dernière ligne automatique de fabrication de masques, capable de produire plus de 5000 masques à l'heure. On pourrait envisager d'avoir 2 lignes de production. Donc, l'entreprise qui avait fabriqué ces lignes est tout à fait disposée à participer au projet.
Et du fait qu'elle a déjà conçu ces lignes de fabrication, ça permettrait d'avoir la réalisation d'une ligne automatique dans des délais beaucoup plus courts que de repartir de zéro. Donc tous ces éléments-là plaident en faveur d'un redémarrage. Simplement, l'aspect des finances est important. Alors, la première chose, la compétence et le savoir-faire pourraient être disponibles sur ce projet. Après, le financement, c'est aussi un point important. Donc, je suis en relation avec beaucoup de personnes des pouvoirs publics, des politiques, les députés, les présidents du conseil départemental de la région, qui sont bien entendu motivés et prêts à soutenir le projet dans la mesure où il s'agira d'un projet crédible. Mais moi, je ne me lancerai pas dans un projet et je ne soutiendrai pas un projet s'il n'y avait pas la validation de la faisabilité. Donc aujourd'hui, on en est là. Et pour répondre à votre question, le délai, alors comme je l'ai dit, le fabricant de machines s'efforcerait de réduire au maximum le délai, mais il ne faut pas rêver, c'est que ce serait un délai de l'ordre de 6 à 9 mois au moins. Et puis après, les, la création d'une équipe de redémarrage avec des gens compétents. J'ai un ancien salarié qui collabore avec moi et qui remplissait les fonctions de directeur technique qui est prêt à repartir aussi et peut-être même à prendre la direction du projet. Moi, je ne suis pas partant pour reprendre un poste opérationnel, mais il y a d'autres éléments qui seraient capables de le faire. Donc, c'est des éléments qui plaident en la faveur de ce redémarrage. Moi, je crois beaucoup à partir du moment où on aura réussi à avoir cette équipe de gens compétents et surtout le financement, je crois très fort à la faisabilité de ce projet. Alors, on me dit, ah ben oui, mais quand le projet sera en état de redémarrer, la pandémie, je l'espère aussi, sera terminée. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y aura pas place à un autre fabricant de masques en plus des 4 qui sont actifs actuellement, parce que ça répondra quand même à un besoin du marché. Et puis, je ne veux pas être trop pessimiste, mais qui dit qu'il n'y aura pas à nouveau une nouvelle pandémie d'ici quelques années? Et là, le fait d'avoir un 5e fabricant de masques en France, ça répondra aussi aux besoins futurs si un tel scandale se produisait. Est-ce que vous dites que vous avez eu des contacts avec des politiques, etc. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, des services de l'État ont pris contact avec vous, comme moi je le fais à l'instant, par exemple, c'est-à-dire de savoir comment les choses pouvaient avancer vite? Alors, les services de l'État proprement parlé, non. Les services de l'État ont été contactés. Madame le maire de Saint-Brieuc, présidente de l'agglomération, a écrit au président Macron, surtout après son intervention de mardi dernier, quand il était dans l'usine de fabrication de masques à côté d'Angers. Donc, le président Macron disant il faut à tout prix qu'on ramène des productions délocalisées en France. Et donc, le courrier de Madame le maire et présidente de l'agglo allait tout à fait dans ce sens-là. Et elle demandait le soutien de l'État pour nous soutenir dans la réalisation de ce projet de redémarrer la fabrication de masques en Bretagne. Elle attend une réponse. Les deux lignes, vous dites les deux lignes de production, c'est des fabricants français qui font ça? Oui. Oui. Alors, c'est même 3 lignes. La première ligne, j'ai été à l'origine de sa fabrication. C'était une entreprise qui fabriquait des machines spéciales. Et donc, c'était en Bretagne. Et les 2 autres, c'est une entreprise du côté d'Angers. Mais c'est des entreprises françaises. D'accord. Alors, Donc, si je résume, en dehors des lignes de allez-y. production, il y a aussi besoin de matériel de laboratoire, parce que dans l'usine, on avait un labo avec des machines spéciales qui, dans le cadre de la politique qualité de l'entreprise, il fallait contrôler à chaque lancement de quantité de masques, vérifier que ça répondait bien à la norme N149.
Et donc, on avait du matériel de laboratoire et on avait une équipe de laboratoire qui contrôlait la qualité de la production régulièrement par sondage. Et ça se remet en place vite, un laboratoire comme ça? Oui, oui, ça se remet vite. Et là aussi, j'ai des gens, des anciens aussi bien qui s'occupaient du labo que de la R&D, que de la qualité, qui se sentent concernés par ce projet. D'accord. Donc, si je comprends bien, s'il y a à un moment donné, si l'État s'en mêle en termes d'aide financière pour lancer le projet, en un an, vous lancez une production. Oui, moi je reste prudent, c'est entre 9 mois et 18 mois. Oui, c'est ça, dans un an. Enfin, bon, ça à quelques détails près. D'accord, ok. Bon, bah, écoutez, merci en tout cas de cette audition, qui est un peu, je trouve, l'histoire quand même d'un gâchis énorme de ce que vous décrivez jusqu'en 2018, vu l'outil de production qui existait et les compétences, et en espérant que bah, vous ayez une réponse de l'État, parce que effectivement, comme vous, je pense que je pense malheureusement que les pandémies ne sont pas derrière nous, mais plutôt devant, et qu'il ne faudrait peut-être pas recommettre la même erreur en termes de production de masques. Oui, oui, oui. D'où la justification, si vous voulez, même si le redémarrage est plus lent, parce qu'on aura quand même perdu beaucoup de clients, mais il nous appartiendra de reconquérir une part du marché, d'envisager aussi une activité à l'export, parce qu'on avait des clients. Et puis, je ne dis pas qu'on attendra une autre pandémie, mais s'il y a une autre pandémie, eh bien, on sera là pour répondre aux besoins de la nation. On peut peut-être penser que l'État redeviendra aussi un client et pas seulement en laissant soin à des services, à des hôpitaux, à des entreprises, le fait de constituer leur stock comme ce qui a été fait à partir de, si je ne me trompe pas, à partir du début des années 2010. Quoi. C'est ça. Oui, oui. D'accord. Ok, bah écoutez, je vous remercie beaucoup en tout cas de cette audition et puis bah, tenez-nous au courant de la manière dont ça se passe et en tout cas on va relayer cette proposition de manière forte. Entendu. J'ai vos coordonnées, je vous tiendrai au courant. Ok, merci beaucoup. Merci.